Le vent hurlait à travers les champs, portant avec lui l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. Adrien, les mains calleuses enfoncées dans les poches de sa veste, fixait la clôture branlante qui séparait son jardin de celui de son voisin. Il n'avait jamais voulu être ici, dans ce village perdu du sud de la France, loin des lumières de Paris, mais la vie, capricieuse, l'avait ramené à cette maison héritée de sa grand-mère. Il était seul. Toujours seul. À 28 ans, Adrien portait le poids d'une vie qu'il n'avait pas choisie. Une carrière de graphiste abandonnée, un coming out avorté face à une famille rigide et un cœur qui battait à contretemps. Ce matin-là, pourtant, quelque chose allait changer. Il ne le savait pas encore, mais le destin, tapi dans l'ombre d'une planche de bois cassé, attendait son heure. Léo, son voisin, apparut de l'autre côté de la clôture, un marteau à la main. À 32 ans, cet homme robuste, au regard sombre et aux cheveux noirs coupés courts, semblait porter une histoire tout aussi lourde qu'Adrien. D'origine italienne, il avait grandi dans ce village, mais ses silences en disaient plus que ses mots. Les villageois murmuraient à son sujet. Un homme discret, célibataire, qui vivait seul dans une maison de pierre au bout du chemin. Personne ne savait pourquoi il était revenu après des années d'absence. « Besoin d'un coup de main ?» demanda Léo, sa voix grave perçant le vent. Adrien sursauta, tiré de ses pensées. Il hocha la tête, mal à l'aise. Il n'avait jamais vraiment parlé, juste échangé des saluts polis. Pourtant, il y avait quelque chose dans les yeux de Léo, une lueur indéchiffrable, qui le mettait à la fois sur ses gardes et étrangement à l'aise. Ils se mirent au travail en silence, clouant les planches, réalignant les poteaux. Le bois craquait sous leurs efforts, et le froid mordait leurs doigts. Adrien jetait des regards furtifs à Léo, notant la façon dont ses mains, fortes mais précises, maniaient les outils. Il y avait une grâce inattendue dans ses gestes, comme s'il réparait bien plus qu'une simple clôture. « Tu viens d'où, au juste ?» demanda soudain Léo, brisant le silence. Sa question, anodine en apparence, fit battre le cœur d'Adrien plus vite. Il n'était pas prêt à parler de lui, de Paris, de ses échecs. Mais il répondit, d'une voix hésitante, racontant son déménagement forcé, sa grand-mère, cette maison qui sentait encore le passé. Léo écoutait, hochant la tête, sans juger. Pour la première fois depuis des mois, Adrien se sentit entendu. Le soleil déclinait, peignant le ciel d'un rose pâle. Ils avaient presque terminé. Adrien, épuisé, s'appuya contre un poteau, observant Léo qui enfonçait un dernier clou. Puis, sans prévenir, Léo posa son marteau, se tourna vers lui et, d'un geste simple mais chargé de sens, posa sa main sur l'épaule d'Adrien. Ce contact, bref mais intense, fit vaciller le monde d'Adrien. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de Léo, il vit une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. « On devrait continuer demain, » murmura Léo, sa voix tremblante, comme s'il retenait quelque chose de plus grand. Adrien acquiesça, incapable de parler. Ce n'était qu'un geste, une main sur une épaule, mais il savait, au fond de lui, que sa vie venait de basculer. Le lendemain, Adrien se réveilla avec une étrange fébrilité. Il ne cessait de repenser à ce moment, à la chaleur de la main de Léo, à ce regard qui semblait tout comprendre. Il se surprit à guetter par la fenêtre, espérant apercevoir son voisin. Quand Léo frappa à sa porte, un panier de légumes frais à la main, Adrien sentit son cœur s'emballer. « J'ai pensé qu'on pourrait partager un repas, » dit Léo, un sourire timide aux lèvres. « Après tout, on est voisins. » Adrien accepta, troublé par l'invitation. Ils cuisinèrent ensemble, dans la petite cuisine d'Adrien, où l'odeur des tomates et du basilic se mêlait à leur rire maladroit. Léo parlait peu, mais chaque mot semblait peser, choisi avec soin. Il raconta son enfance dans le village, son départ pour Milan, puis son retour, poussé par un besoin qu'il n'expliquait pas. Adrien, d'ordinaire si réservé, se surprit à parler de ses rêves brisés, de son sentiment d'être un étranger partout où il allait. Léo l'écoutait, ses yeux sombres pleins d'une empathie silencieuse. À un moment, leurs mains se frôlèrent en passant un plat, et aucun des deux ne recula. Ce contact, encore une fois, était comme une étincelle. Les jours suivants, la clôture devint une excuse. Ils se retrouvaient chaque matin, travaillant côte à côte, échangeant des histoires, des silences, des regards.
Adrien découvrait en Léo une douceur qu'il n'aurait jamais soupçonnée, cachée sous son allure robuste. Léo, de son côté, semblait s'ouvrir peu à peu, comme s'il laissait tomber des murs qu'il avait construits depuis des années. Mais le village n'était pas aveugle. Les regards des voisins, les murmures dans l'épicerie, les silences lourds des anciens Adrien sentaient le poids de leur jugement. Il avait grandi dans un monde où l'amour, pour lui, était une chose à cacher. Léo, lui, semblait indifférent aux rumeurs, mais Adrien voyait dans ses yeux une douleur ancienne, une blessure qu'il ne partageait pas encore. Un soir, alors qu'il partageait une bouteille de vin rouge sous le porche d'Adrien, Léo se confia. « J'ai aimé quelqu'un autrefois, dit-il, sa voix basse. Un homme. À 1000 ans. Ça c'est mal fini. » Il n'en dit pas plus, mais Adrien comprit. Il comprit la peur, la honte, le besoin de fuir. Il tendit la main, hésitant, et serra celle de Léo. Ce geste, simple mais courageux, scella quelque chose entre eux. Les semaines passèrent, et leur lien grandit, fragile mais puissant. Ils n'avaient pas encore mis de mots sur ce qu'ils ressentaient, mais chaque regard, chaque toucher parlait pour eux. Pourtant, la réalité les rattrapait. Une lettre arriva pour Adrien. Une proposition de travail à Paris, une chance de retrouver sa vie d'avant. Il la lut, le cœur lourd, incapable de décider. Rester ici, avec Léo, dans ce village où ils seraient toujours des étrangers. Ou partir, retrouver la sécurité d'une vie sans attache, mais sans lui. Léo, de son côté, luttait avec ses propres démons. Un soir, alors qu'il marchait dans les champs, il s'arrêta brusquement. « Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, » dit-il, la voix rauque. « Mais je sais que je ne veux pas te perdre. » Ces mots frappèrent Adrien comme une vague. Pour la première fois, il sentit qu'il pouvait choisir sa vie, et non la subir. Mais le destin, cruel, avait d'autres plans. Une nuit, un cri déchira le silence du village. Adrien se précipita dehors, le cœur battant, pour trouver la maison de Léo en flammes. Les flammes dansaient dans la nuit, dévorant la maison de Léo avec une voracité terrifiante. Adrien, pieds nus dans l'herbe humide, courut vers le brasier, son cœur cognant si fort qu'il en oubliait de respirer. « Léo !» cria-t-il, sa voix avalée par le rugissement du feu et les murmures horrifiés des voisins qui s'étaient rassemblés. Il tenta de s'approcher, mais la chaleur le repoussa, brûlant ses joues. Les pompiers, arrivés en trombe, hurlaient des ordres, leurs silhouettes floues dans la fumée. Adrien scrutait désespérément la maison, cherchant un signe de Léo. Était-il à l'intérieur? Était-il déjà trop tard? La panique s'empara de lui, un étau glacé autour de sa poitrine. Il ne pouvait pas perdre Léo. Pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient commencé à construire. Soudain, une silhouette émergea de la fumée. Léo, couvert de suie, toussant violemment, tituba vers l'extérieur, soutenu par un pompier. Adrien se précipita, ignorant les cris des secours, et attrapa Léo par les épaules. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Léo hocha la tête, à bout de souffle, mais ses yeux, rougis par la fumée, brillaient d'une détermination farouche. « Je vais bien » murmura-t-il, avant de s'effondrer dans les bras d'Adrien. La foule autour d'eux murmurait, certains avec compassion, d'autres avec une curiosité malsaine. Adrien sentit les regards peser sur eux, mais pour la première fois, il s'en moquait. Il serra Léo contre lui, sentant son cœur battre sous ses mains, et murmura « Tu m'as fait peur ». Léo esquissa un sourire faible. « Désolé ». La maison de Léo était en ruine. Les pompiers conclurent à un accident, un vieux câble électrique défectueux, mais les murmures du village racontaient une autre histoire. Certains parlaient d'un acte volontaire, un message adressé à l'homme qui vivait trop à l'écart, trop différent. Adrien refusait d'y croire, mais le doute s'insinuait, empoisonnant ses pensées. Léo s'installa temporairement chez Adrien, dans la petite maison héritée de sa grand-mère. Les premiers jours furent étranges, marqués par une intimité nouvelle et fragile. Ils partageaient des repas, des silences, des regards qui disaient plus que des mots. Mais la peur planait. Léo, d'ordinaire si fort, semblait hanté. Il parlait peu de l'incendie, mais Adrien voyait la tension dans ses épaules, la façon dont il sursautait au moindre bruit. Un soir,
Alors qu'ils étaient assis sur le canapé, une tasse de thé fumante entre les mains, Léo se confia enfin. « À Milan, commença-t-il, la voix basse, j'étais avec quelqu'un. Matteo. On vivait ensemble, en secret. Mais un jour, ils l'ont découvert. Ses amis, sa famille, ils l'ont brisé. » Il marqua une pause, ses doigts serrant la tasse. Il n'a pas supporté la pression. Il est parti. Et moi, je suis revenu ici, pensant que je pourrais tout laisser derrière moi. Adrien écoutait, le cœur serré. Il tendit la main, effleurant celle de Léo. « Tu n'es pas seul, » murmura-t-il. Léo le regarda, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je ne veux pas te faire porter ça, Adrien. Ce village, il ne pardonne pas, mais Adrien secoua la tête. « Je m'en fiche du village. Je veux être avec toi. » Ce soir-là, pour la première fois, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser hésitant, chargé de peur et d'espoir, mais d'une douceur infinie. Dans les bras de Léo, Adrien sentit une chaleur qu'il n'avait jamais connue, comme s'il retrouvait une partie de lui-même qu'il avait perdue. Mais le monde extérieur n'était pas prêt à les laisser en paix. Les murmures du village devinrent des accusations ouvertes. Des regards hostiles suivaient Adrien à l'épicerie, et des mots durs étaient chuchotés dans son dos. Léo, lui, semblait déterminé à ignorer les rumeurs, mais Adrien voyait la douleur dans ses yeux, la même douleur qu'il avait vue à Paris lorsqu'il avait tenté de parler à sa famille de qui il était vraiment. Un matin, alors qu'il sortait pour acheter du bois pour réparer la clôture, une pierre traversa la fenêtre du salon. Adrien sursauta, son cœur s'emballant. Attaché à la pierre, un mot griffonné, « Dégagez !» Léo, le visage fermé, ramassa le mot et le déchira sans un mot. « Ils ne nous auront pas, » dit-il, mais sa voix tremblait. Adrien, lui, sentait la colère monter. Il avait fui Paris pour échapper à la peur, pour se cacher. Mais ici, avec Léo, il ne voulait plus fuir. Il voulait se battre, pour eux, pour leur droit d'exister. Il proposa à Léo de confronter le village, de parler, de montrer qu'il n'avait pas honte. Léo hésita, hanté par son passé, mais finit par acquiescer. D'accord. Mais ensemble. Ils décidèrent d'organiser une réunion au café du village, un lieu où tous se retrouvaient. Adrien prépara un discours, les mains tremblantes, déterminé à dire la vérité. Léo, à ses côtés, restait silencieux, mais sa présence était un roc. Le jour de la réunion, le café était bondé. Les regards étaient froids, certains hostiles, mais d'autres, plus rares, curieux. Adrien prit la parole, sa voix d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée. Il parla de sa vie, de ses peurs, de son amour pour Léo. Il parla de la liberté d'aimer, de la douleur d'être jugé, de l'espoir d'un monde meilleur. Léo, à ses côtés, ajouta quelques mots, simples mais puissants, sur son passé, sur sa volonté de ne plus se cacher. Le silence qui suivit fut lourd, mais quelque chose changea. Une vieille femme, Madame Dubois, se leva, les larmes aux yeux. « Mon fils était comme vous, » dit-elle, la voix brisée. « Il est parti parce qu'il ne se sentait pas accepté. Je ne veux pas que ça arrive encore. » D'autres voix s'élevèrent, timides, mais pleines de compassion. Pas tout le village, mais assez pour que l'espoir renaisse. Pourtant, la bataille n'était pas terminée. Alors qu'Adrien et Léo tentaient de reconstruire leur vie, un nouvel obstacle surgit. Une lettre anonyme, glissée sous la porte, menaçait de révéler un secret sur Léo, un secret lié à son passé à Milan. Adrien, en lisant les mots, sentit un frisson glacé. Léo, pâle, refusa d'en parler, mais ses yeux trahissaient une peur profonde. La lettre anonyme reposait sur la table comme une bombe à retardement. Adrien la fixait, les mots gravés dans son esprit, « On sait ce que tu as fait à Milan. Pars, où tout le monde saura. » Léo, assis en face de lui, triturait nerveusement un morceau de pain. Le silence entre eux était insupportable, chargé de questions qu'Adrien n'osait pas poser. « Léo, » murmura-t-il enfin, « dis-moi la vérité. » Léo leva les yeux, son regard hanté. Il semblait sur le point de parler, mais il se ravisa, secouant la tête. « Pas maintenant, » dit-il, sa voix rauque. « S'il te plaît, fais-moi confiance. » Adrien voulait insister, mais la douleur dans les yeux de Léo l'arrêta. Il hocha la tête,
bien que son cœur soit lourd d'incertitude. Les jours suivants furent tendus. Léo s'éloignait, passant des heures à errer dans les champs, évitant les regards d'Adrien. Celui-ci, déchiré entre la peur et l'amour, cherchait des réponses. Il fouilla discrètement, posant des questions aux anciens du village, espérant glaner des bribes d'informations sur le passé de Léo. Mais personne ne savait rien de concret. Seulement des rumeurs, des histoires vagues sur un scandale à Milan, un départ précipité. Un soir, alors qu'Adrien rentrait d'une promenade, il trouva Léo assis sur les marches du porche, une valise à ses côtés. Le choc le cloua sur place. « Tu pars » demanda-t-il, la voix tremblante. Léo ne répondit pas tout de suite. Il fixait l'horizon, là où les champs s'étendaient jusqu'à l'infini. « Je ne veux pas te faire du mal, Adrien, » dit-il enfin. Ce secret, il pourrait tout détruire. Adrien s'agenouilla devant lui, prenant ses mains. « Rien ne peut détruire ce qu'on a, » dit-il, les larmes aux yeux. « Pas si tu me parles. » Léo ferma les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. Puis, dans un souffle, il raconta. À Milan, Léo avait été impliqué dans une relation passionnée mais destructrice avec Matteo, un homme marié. Leur liaison, découverte par la femme de Matteo, avait provoqué un scandale. Matteo, incapable de faire face à la pression, avait accusé Léo de l'avoir séduit, le laissant porter le poids de la honte. Léo avait fui, brisé, jurant de ne plus jamais aimer. Mais ici, avec Adrien, il avait retrouvé l'espoir jusqu'à cette lettre. Adrien écoutait, le cœur serré. Il comprenait maintenant la peur de Léo, sa réticence à s'ouvrir. « Tu n'es pas seul, » répéta-t-il, serrant ses mains plus fort. « On affrontera ça ensemble. » Léo le regarda, incrédule, mais une lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux. Ils décidèrent de chercher l'auteur de la lettre. Adrien, déterminé, contacta un vieil ami de Paris, un détective privé, pour enquêter discrètement. En attendant des réponses, ils continuèrent à vivre, refusant de se cacher. Ils se promenaient main dans la main, défiant les regards du village. Certains habitants, touchés par leur courage, commencèrent à changer d'attitude. Madame Dubois leur apportait des tartes, et le jeune boulanger, Timothée, leur offrait du pain frais avec un sourire complice. Mais la menace pesait toujours. Une nuit, alors qu'ils dormaient, un bruit de verre brisé les réveilla. Une autre pierre, un autre message, dernier avertissement. Cette fois, Léo perdit son calme. « Je vais partir, » dit-il, les poings serrés. « Je ne veux pas que tu sois en danger à cause de moi. » Mais Adrien refusa. « Si tu pars, je pars avec toi, » déclara-t-il, la voix ferme. Le lendemain, ils reçurent un appel du détective. L'auteur des lettres était un ancien ami de Matteo, un homme qui vivait désormais dans un village voisin et qui avait reconnu Léo. Il cherchait à se venger, croyant que Léo avait détruit la vie de Matteo. Armés de cette information, Adrien et Léo décidèrent de confronter cet homme. Ils le trouvèrent dans un bar, un homme grisonnant nommé Paolo. Léo, le visage fermé, lui parla calmement, expliquant la vérité sur ce qui s'était passé à Milan. Paolo, d'abord hostile, sembla ébranlé par l'honnêteté de Léo. Il n'y eut pas de réconciliation, mais Paolo promit de cesser ses menaces. Pour la première fois, Léo sentit un poids s'enlever de ses épaules. De retour au village, Adrien et Léo se sentirent plus forts, plus unis. Ils décidèrent de rester, de construire leur vie ici, malgré les obstacles. Adrien refusa l'offre de travail à Paris, choisissant l'amour et l'espoir d'un avenir avec Léo. Ils commencèrent à rénover la maison d'Adrien, transformant l'ancienne demeure de sa grand-mère en un foyer pour eux deux. Mais le village, bien que plus accueillant, restait divisé. Une dernière épreuve les attendait, une épreuve qui mettrait leur amour et leur courage à l'épreuve une fois pour toutes. Le printemps arriva, timidement, dans le village. Les champs se parèrent de fleurs sauvages, et la clôture, désormais solide, se dressait fièrement entre les deux maisons. Adrien et Léo avaient transformé leur peur en force, mais une tension persistante flottait dans l'air. Les murmures du village s'étaient atténués, mais certains regards restaient lourds, pleins de méfiance. Adrien, plus déterminé que jamais,
proposa à Léo d'organiser une fête dans leur jardin, une célébration ouverte à tous les habitants. « Montrons-leur qui nous sommes », dit-il, les yeux brillants. « Montrons-leur qu'on n'a rien à cacher. » Léo, d'abord réticent, finit par accepter, touché par le courage d'Adrien. Ils passèrent des jours à préparer, décorant le jardin de guirlandes lumineuses, préparant des plats simples mais chaleureux. Le jour de la fête, le jardin était plein de vie. Madame Dubois apporta sa tarte aux pommes, Timothée offrit des baguettes croustillantes, et même quelques habitants méfiants vinrent, curieux. La musique flottait dans l'air, et pour la première fois, Adrien et Léo dansèrent ensemble, sous les regards de tous. Certains détournèrent les yeux, mais d'autres, comme la jeune Sophie, une adolescente du village, applaudirent avec un sourire éclatant. Pourtant, au milieu de la fête, une voix s'éleva, dure et tranchante. Monsieur Garnier, un ancien du village connu pour son tempérament rigide, se leva, un verre à la main. « Vous pensez que vous pouvez changer ce village ?» lança-t-il, son ton chargé de mépris. « Vous ne serez jamais des nôtres. » Le silence tomba, lourd, oppressant. Adrien sentit la main de Léo se crisper dans la sienne. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Sophie s'avança, les joues rouges de colère. « Vous vous trompez, monsieur Garnier, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Ils rendent ce village meilleur. » Madame Dubois se joignit à elle, puis Timothée, et bientôt, d'autres voix s'élevèrent, défendant Adrien et Léo. Garnier, déstabilisé, quitta la fête sans un mot. Ce moment marqua un tournant. Le village ne changea pas du jour au lendemain, mais une graine avait été plantée. Adrien et Léo sentirent, pour la première fois, qu'ils avaient une place ici, fragile mais réelle. Les mois passèrent, et leur amour s'épanouit. Ils transformèrent la maison d'Adrien en un véritable foyer, peignant les murs, plantant des fleurs, construisant une vie ensemble. Léo, inspiré par leur parcours, commença à écrire un journal, racontant leur histoire, leurs luttes, leurs espoirs. Adrien, de son côté, retrouva sa passion pour le dessin, créant des illustrations vibrantes de leur vie dans le village. Mais un dernier défi les attendait. Une pétition circula, portée par une poignée d'habitants conservateurs, demandant à la mairie d'expulser les indésirables. Adrien et Léo furent dévastés en l'apprenant, mais ils refusèrent de se laisser abattre. Avec l'aide de Sophie, Timothée et Madame Dubois, ils organisèrent une contre-pétition, recueillant des signatures parmi ceux qui les soutenaient. La réunion à la mairie fut tendue. Adrien et Léo prirent la parole, racontant leur histoire avec une honnêteté brute. Ils parlèrent de l'amour, de la peur, du courage qu'il fallait pour être soi-même. Quand ils terminèrent, un silence respectueux emplit la salle. Le maire, un homme pragmatique mais juste, rejeta la pétition d'expulsion, déclarant que le village avait besoin de diversité, pas de division. Adrien et Léo, libérés d'un poids immense, décidèrent de célébrer leur victoire. Ils organisèrent une cérémonie intime dans leur jardin, un engagement symbolique l'un envers l'autre. Sous les étoiles, entourés de leurs nouveaux amis, ils échangèrent des vœux simples mais profonds. « Je promets de t'aimer, » dit Léo, les larmes aux yeux, « même quand le monde sera contre nous. » Adrien, ému, répondit « Et je promets de ne jamais te laisser partir. » Le village, bien qu'imparfait, avait changé. Les murmures s'étaient tus, remplacés par des saluts amicaux, des sourires timides. Adrien et Léo savaient que leur combat n'était pas terminé, mais ils avaient trouvé quelque chose de précieux, un foyer, un amour, une communauté. Leur histoire, portée par le journal de Léo, commença à se répandre au-delà du village. Des lettres arrivèrent, de jeunes gens, d'autres couples, touchés par leur courage. Adrien et Léo décidèrent de transformer leur maison en un lieu d'accueil, un refuge pour ceux qui, comme eux, cherchaient un endroit où être eux-mêmes. Et ainsi, la clôture qu'ils avaient réparée ensemble devint plus qu'une barrière. Elle devint un symbole de ce qu'ils avaient construit, une vie, un amour, un avenir, forgé dans la lutte et l'espoir. Les saisons défilaient, et la maison d'Adrien et Léo devint un refuge vibrant d'espoir. Chaque week-end, des visiteurs arrivaient, des jeunes en quête d'acceptation, des couples cherchant du courage, des âmes perdues à la recherche d'un foyer. Adrien, avec son talent de graphiste,
créaient des affiches pour promouvoir leur refuge, tandis que Léo, avec ses mots, écrivait des récits qui touchaient les cœurs bien au-delà du village. Mais le succès de leur refuge attira aussi l'attention. Des journalistes locaux vinrent, curieux de cette maison qui accueillait les différents. Certains articles étaient bienveillants, d'autres, dans des journaux conservateurs, peignaient Adrien et Léo comme des agitateurs. Une tension nouvelle s'installa. Des lettres anonymes réapparurent, moins menaçantes que la précédente, mais pleines de ressentiment. « Vous détruisez nos traditions », disait l'une d'elles. Adrien, d'ordinaire optimiste, sentit le doute s'infiltrer. « Et si on faisait plus de mal que de bien ?» demanda-t-il un soir, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, les étoiles visibles par la fenêtre. Léo, caressant doucement ses cheveux, répondit « On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on change des vies, Adrien. Ça vaut tous les risques. » Un matin, une jeune fille nommée Camille frappa à leur porte. À peine 18 ans, les cheveux teints en bleu, elle tremblait, un sac à dos usé sur l'épaule. « Je ne peux plus rester chez moi, » murmura-t-elle, les yeux baissés. « Mes parents, ils ne veulent pas de moi comme je suis. » Adrien et Léo l'accueillirent sans hésiter, lui offrant une chambre, un repas chaud et surtout une écoute. Camille leur raconta son histoire. Elle avait fait son coming out comme lesbienne et sa famille, profondément traditionnaliste, l'avait rejetée. En l'écoutant, Adrien sentit une vieille blessure se rouvrir. Il se revoyait, des années plus tôt, face à ses propres parents, leurs visages fermés, leurs mots durs. Léo, sentant son trouble, serra sa main sous la table. Camille resta, et bientôt, d'autres suivirent. Le refuge devint un lieu de vie, de rire, de pleurs, mais surtout d'espoir. Adrien et Léo organisèrent des ateliers, dessins pour exprimer les émotions, écriture pour raconter les histoires. Sophie, la jeune fille du village, devint une habituée, aidant à organiser les événements. Même Madame Dubois apportait son aide, tricotant des couvertures pour les nouveaux arrivants. Mais le refuge attira aussi des ennemis. Un groupe d'habitants, mené par M. Garnier, organisa une manifestation devant la mairie, dénonçant l'influence néfaste d'Adrien et Léo. Les pancartes étaient dures, les mots blessants. Adrien, en voyant les images à la télévision locale, sentit la colère monter. « Ils ne comprennent rien », murmura-t-il. Léo, plus calme, proposa une réponse audacieuse, inviter les manifestants à visiter le refuge, à rencontrer ceux qu'ils jugeaient. Contre toute attente, certains acceptèrent. Un après-midi, une poignée d'habitants, dont une femme nommée Claire, vinrent. Claire, mère de famille et membre actif de l'église locale, était sceptique mais curieuse. Adrien et Léo leur montrèrent le refuge, leur présentèrent Camille, qui parla de son parcours avec une honnêteté désarmante. Claire, émue, admit qu'elle avait jugé sans comprendre. « Je pensais que vous vouliez changer le village, » dit-elle. « Mais vous essayez juste de donner un foyer à ceux qui n'en ont pas. » Ce jour-là, un pont fut construit. Pas avec tous, mais avec assez pour que le refuge gagne en légitimité. Les manifestations s'essoufflèrent, et même Garnier, bien que toujours distant, cessa ses attaques publiques. Adrien et Léo, galvanisés par ce progrès, décidèrent de pousser leur projet plus loin. Ils contactèrent des associations LGBT à travers la France, cherchant à créer un réseau de refuges similaires. Leur histoire, portée par les réseaux sociaux et les articles bienveillants, inspira d'autres villages, d'autres couples, d'autres âmes en quête de sens. Mais au milieu de ce triomphe, une nouvelle ombre surgit. Camille reçut une lettre de ses parents, exigeant qu'elle rentre chez elle. La lettre était froide, pleine de reproches, mais aussi d'une étrange lueur d'espoir. Ils voulaient discuter. Adrien et Léo, inquiets, décidèrent d'accompagner Camille à cette rencontre, prêts à la protéger, quoi qu'il arrive. La rencontre avec les parents de Camille eut lieu dans un café à l'extérieur du village, un lieu neutre, loin des regards curieux. Adrien et Léo s'assirent à une table à l'écart, observant Camille, nerveuse, face à ses parents. Son père, un homme austère aux cheveux grisonnants, parlait peu, tandis que sa mère, les yeux rougis, semblait partagée entre la colère et la douleur. Adrien serrait la main de Léo sous la table, inquiet. Il savait ce que c'était que d'affronter une famille qui ne comprenait pas Léo,
sentant son angoisse, murmura « Elle est forte. Et on est là pour elle. » Après une heure tendue, Camille revint vers eux, les larmes aux yeux mais un sourire timide sur les lèvres. « Ils ne sont pas prêts à tout accepter, dit-elle, mais ils veulent essayer. Ils m'ont proposé de rentrer pour les vacances. » Ce fut une petite victoire, mais une victoire néanmoins. Adrien et Léo ramenèrent Camille au refuge, le cœur plus léger. Ce soir-là, ils fêtèrent avec une bouteille de vin et des rires, célébrant non seulement le courage de Camille, mais aussi leur propre résilience. Leur amour, forgé dans l'adversité, était devenu une force qui transformait les autres. Le refuge continua de grandir. Des bénévoles, dont Timothée et Sophie, prirent des responsabilités, permettant à Adrien et Léo de se concentrer sur leur réseau national. Ils voyagèrent à Lyon, Toulouse, Marseille, rencontrant des militants, des familles, des jeunes qui, comme eux, cherchaient à construire un monde plus juste. Chaque voyage renforçait leurs liens, leur rappelant pourquoi ils s'étaient battus. Mais un soir, de retour d'un voyage, ils trouvèrent le refuge vandalisé. Les fenêtres étaient brisées, les murs couverts de graffitis haineux. Camille, qui gardait la maison, était indemne mais secouée. « Ils sont venus à plusieurs, » murmura-t-elle, les poings serrés. Ils portaient des masques. Adrien sentit une rage froide l'envahir. Léo, lui, resta étrangement calme. « On reconstruit, » dit-il simplement. « On l'a déjà fait. » Ils passèrent la nuit à nettoyer, aidés par Sophie, Timothée et même Claire, qui était devenue une alliée inattendue. Le lendemain, le village entier sembla se mobiliser. Des habitants, autrefois indifférents, apportèrent des outils, de la peinture, des mots d'encouragement. Ce moment de solidarité marqua un tournant. Le refuge, autrefois vu comme une menace, devint un symbole d'espoir. Les graffitis furent effacés, les fenêtres remplacées, et le refuge rouvrit, plus fort que jamais. Adrien et Léo, épuisés mais déterminés, décidèrent de marquer ce renouveau par un événement spécial. Une exposition des dessins d'Adrien et des écrits de Léo, racontant leur histoire et celle du refuge. L'exposition attira des visiteurs de toute la région et même un journaliste d'un grand quotidien parisien. L'article qui suivit, intitulé « L'amour qui reconstruit », fit d'eux des figures d'espoir pour beaucoup. Mais au milieu de ce succès, Adrien reçut une nouvelle qui le bouleversa. Ses parents, qu'il n'avait pas vu depuis des années, lui écrivirent. Ils avaient lu l'article, entendu parler du refuge. Ils voulaient le voir. Léo, sentant son trouble, le serra dans ses bras. « Tu n'es pas obligé, » dit-il. « Mais si tu veux essayer, je serai là. » Adrien, après des jours de réflexion, accepta. La rencontre eut lieu dans leur maison, entourée des dessins d'Adrien et des mots de Léo. Ses parents, mal à l'aise mais sincères, s'excusèrent pour leur silence passé. « On ne comprenait pas, » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Mais on veut apprendre. » Ce ne fut pas une réconciliation parfaite, mais un début. Le refuge devint un modèle, inspirant d'autres initiatives à travers la France. Adrien et Léo, désormais inséparables, continuèrent de construire, d'aimer, de se battre. Leur histoire, née d'un simple geste au bord d'une clôture, était devenue une lumière pour ceux qui se sentaient perdus. Mais une dernière surprise les attendait, une surprise qui allait sceller leur engagement pour toujours. L'été suivant, le refuge était devenu une institution locale. Les habitants du village, autrefois divisés, participaient désormais aux événements, apportant leur aide ou simplement leur présence. Adrien et Léo, bien que toujours vigilants, sentaient que leurs rêves prenaient racine. Leur amour, jadis un secret fragile, était désormais une force visible, un phare pour d'autres. Un matin, alors qu'Adrien triait le courrier, il trouva une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une invitation manuscrite « Venez au Vieux Chêne, ce soir, 20h ». Intrigué, il montra la lettre à Léo, qui haussa les épaules, un sourire mystérieux aux lèvres. « Allons voir », dit-il, ses yeux pétillants. Au crépuscule, ils marchèrent main dans la main jusqu'au Vieux Chêne, un arbre massif au bord des champs, témoin de générations de villageois. À leur arrivée, ils découvrirent une scène inattendue, des lanternes suspendues aux branches, une table dressée avec des fleurs, et leurs amis,
Sophie, Timothée, Camille, Madame Dubois, Claire, tous réunis, souriant. Au centre, Léo s'agenouilla soudain, une petite boîte en bois à la main. « Adrien, dit-il, sa voix tremblante d'émotion, tu as changé ma vie. Tu m'as appris à ne plus avoir peur, à aimer sans honte. Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» Le cœur d'Adrien s'arrêta. Les larmes aux yeux, il hocha la tête, incapable de parler. « Oui, » murmura-t-il enfin, et la foule éclata en applaudissements. Sous le vieux chêne, ils s'embrassèrent, entourés de ceux qui les avaient soutenus. Ce n'était pas un mariage officiel. La France, bien que progressiste, n'était pas encore prête à accueillir leur union partout, mais c'était leur promesse, leur engagement, scellé par l'amour et la communauté qu'ils avaient construite. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Adrien et Léo planifièrent une cérémonie plus formelle, non pas pour se conformer, mais pour célébrer leur amour avec ceux qu'ils aimaient. Le refuge devint le cœur de l'événement, décoré de fleurs et de lumière. Camille, désormais confiante, prononça un discours émouvant sur l'importance d'un foyer pour ceux qui se sentaient rejetés. Sophie chanta une chanson qu'elle avait écrite, et Madame Dubois, les larmes aux yeux, offrit un kilt qu'elle avait cousu pour eux. Mais même dans ce bonheur, une ombre planait. Un groupe extrémiste, venu d'une ville voisine, menaça de perturber la cérémonie. Adrien et Léo, avertis par Timothée, décidèrent de ne pas céder à la peur. Ils renforcèrent la sécurité avec l'aide du maire et de la police locale, et la cérémonie eut lieu, plus belle encore sous la menace. Le jour J, Adrien et Léo se tinrent devant leurs amis, leurs familles, y compris les parents d'Adrien, qui firent le déplacement et échangèrent leurs vœux. « Je t'aime, » dit Adrien, la voix claire, « parce que tu m'as appris à être moi. » Léo, ému, répondit « Et je t'aime parce que tu m'as donné un foyer. » Le refuge continua de prospérer. Adrien et Léo devinrent des figures nationales, invités à parler dans des conférences, à partager leur histoire. Leur livre, coécrit à partir des journaux de Léo et des dessins d'Adrien, devint un symbole d'espoir pour la communauté LGBT en France. Mais ils restèrent ancrés dans leur village, refusant de quitter le lieu où tout avait commencé. Un soir, alors qu'ils se promenaient près de la clôture, désormais solide et ornée de fleurs grimpantes, Léo s'arrêta. « Tu te souviens du premier jour ?» demanda-t-il, un sourire aux lèvres. Adrien rit. « Comment pourrais-je oublier ? Tu as posé ta main sur mon épaule, et tout a changé. » Ils s'assirent dans l'herbe, regardant le soleil se coucher. Leur amour, né d'un geste simple, avait transformé non seulement leur vie, mais celle de tant d'autres. Ils savaient que le chemin serait toujours semé d'embûches, mais ils étaient prêts. Ensemble, ils étaient inarrêtables. Des années plus tard, le village n'était plus le même. La clôture, autrefois symbole de division, était devenue un lieu de mémoire, orné de plaques gravées avec les noms de ceux qui avaient trouvé refuge dans la maison d'Adrien et Léo. Le refuge lui-même s'était agrandi, avec une nouvelle aile financée par des dons, un lieu où les visiteurs pouvaient séjourner, apprendre, guérir. Adrien et Léo, désormais dans la quarantaine, avaient vieilli ensemble, leurs cheveux parsemés de gris, leurs visages marqués par les rires et les larmes. Leur amour, loin de s'éteindre, s'était approfondi, ancré dans une vie partagée. Ils continuaient d'accueillir, d'écrire, de dessiner, de se battre pour un monde plus juste. Un jour, une lettre arriva, écrite par une jeune femme nommée Amélie. Elle avait lu leur livre, visité le refuge des années plus tôt, et avait trouvé le courage de faire son coming out. « Grâce à vous, » écrivait-elle, « j'ai trouvé ma voie. » Cette lettre, parmi tant d'autres, rappela Adrien et Léo pourquoi ils n'avaient jamais abandonné. Un soir d'automne, alors que le vent soufflait doucement à travers les champs, ils décidèrent de retourner au vieux chêne. Ils s'assirent sous ses branches, comme ils l'avaient fait le soir de la proposition de Léo. « On a fait du chemin, » murmura Adrien, sa tête posée sur l'épaule de Léo. Celui-ci sourit, serrant sa main. « Et on en fera encore. » Ils parlèrent de l'avenir, de nouveaux projets pour le refuge, de voyages qu'ils voulaient faire. Mais surtout, ils parlèrent de l'amour, de ce lien qui les avait portés à travers les tempêtes. La clôture, le village, le refuge, tout avait commencé avec un geste, une main sur une épaule, un regard qui avait tout changé.
Leur histoire se répandit, non seulement en France, mais dans le monde entier. Des documentaires furent réalisés, des livres inspirés par leur parcours. Mais pour Adrien et Léo, l'essentiel restait ici, dans ce village, dans cette maison, dans cette clôture qu'ils avaient réparée ensemble. Et chaque soir, en regardant le soleil se coucher, ils savaient qu'ils avaient construit bien plus qu'un foyer. Ils avaient construit une vie, un héritage, un amour qui durerait toujours.